Allez, c'est parti. Une petite question sur le début de l'exposition. Comment est né l'idée? On est venu te voir, c'est ça? On est venu me voir, ce qui arrive assez souvent en fait. On est venu me voir avec un projet d'exposition sur Stalker, qui est un projet qui m'intéressait. Dans la première mouture du projet, il y avait des choses qui manquaient. Il me fallait quelque chose un peu plus de l'ordre de l'expérience, que les gens se sentent impliqués, qu'ils deviennent des stalkers finalement. Puis Eugène et Alexandra Kaourava, donc les commissaires de l'exposition, ont retravaillé le concept, ont rencontré Rachid Safioline, donc le scénographe du film Stalker, qui a été enchanté par l'idée, qui a proposé des photomontages. Ils m'ont présenté ça quelques mois plus tard et je dis c'est bon, on y va, on fait Stalker. Et par le biais de Stalker, j'avais tout de suite dit au commissaire qu'on allait faire aussi quelque chose autour du post-apocalyptique, puisque la tradition du post-apo, dans cette tradition-là, Stalker a une place importante, certes un peu épurée et minimale, hein, on a l'impression que c'est vraiment le film post-apocalyptique le plus primaire, au sens qu'il n'y a vraiment qu'une catastrophe évoquée et une zone, mais en même temps ça relève de cet imaginaire-là, et ça charrie avec lui tout un imaginaire antérieur, et donc les espaces du musée permettent de pouvoir montrer cet imaginaire-là, le matérialiser, pour voir comment Stalker s'inspirait, et en même temps proposait quelque chose de nouveau par rapport à cette tradition esthétique. Justement, qu'est-ce qui l'intéressait dans le post-apocalyptique et dans Stalker particulièrement? Qu'est-ce qui est intéressant? Je dirais qu'il y a énormément de choses qui sont intéressantes dans le post-apocalyptique. Je pense déjà qu'il y a cette idée d'événement. Hein, le post-apocalyptique, et le titre le montre bien, suppose toujours un événement catastrophique. Or, ce que je trouve intéressant, c'est que le terme catastrophe, en grec, hein, catastrophé, c'est le coup de théâtre. C'est pas forcément quelque chose qui détruit, c'est quelque chose qu'on n'attend pas. Et donc, ce que j'aime bien dans le post-apocalyptique, c'est que notre vie à nous, elle est remplie d'événements qu'on n'attend pas. Et donc, comme elle est remplie d'événements qu'on n'attend pas, on peut se dire qu'on vit dans une zone perpétuelle, ou plutôt on vit dans un monde systématiquement post-apocalyptique, puisque une rupture amoureuse, ou une rencontre amoureuse, un licenciement ou un engagement, quelqu'un qu'on rencontre dans la rue, ou ou un film qu'on voit, ou bref, que sais-je, est cet événement qui peut provoquer en fait une zone, c'est-à-dire en fait une zone, c'est-à-dire un endroit qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas expliquer. Et donc le but, c'est évidemment toujours d'essayer de l'expliquer. Et je pense que Stalker, le film et le roman montrent ça, c'est-à-dire qu'en fait, en l'occurrence, on est dans une zone, il s'est passé un truc, cette zone, elle est épurée, c'est-à-dire qu'elle est comme nous, face à un licenciement, démunis, on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas comment penser, et donc on va en parler autour de nous, et c'est pas étonnant que dans le film, les trois protagonistes parlent énormément, hein, ils parlent énormément parce qu'autour d'eux, il n'y a plus rien, ou quasiment rien, ou alors ce qu'il y a est incompréhensible. Et pour moi, c'est l'essence même du post-apocalyptique, un peu comme La Route de McCarthy, c'est-à-dire où il n'y a plus rien d'autre que le dialogue, et donc la création d'une identité, tout comme nous, suivant comment on va réagir aux zones de nos vies, on va créer notre identité, on va orienter notre identité dans des directions qu'on n'avait pas forcément imaginées a priori. Ouais, la zone quasiment comme un révélateur, quoi. Et c'est intéressant que tu parles de révélateur, puisque la définition d'apocalypse, c'est le dévoilement, la révélation. Donc oui, c'est je pense la meilleure manière de comprendre que le post-apocalyptique ne parle pas de catastrophe, mais parle de révélation. Elle parle de révélation, c'est-à-dire que si j'apprends à gérer un licenciement ou une rupture amoureuse, il y a quelque chose qui m'est révélé à travers ça. Si je suis pris dans un conflit ouvert avec quelqu'un, qui est une catastrophe, qui va me laisser peut-être un peu mal à l'aise, un peu tendu, il y a quelque chose qui est révélé de moi. Donc finalement, la vie humaine, elle est une suite de zones et une suite de catastrophes. Et à chacun de ces moments, on expérimente quelque chose, et si on s'en rappelle, alors on en est plus riche. Et je pense que c'est en filigrane ce que je lis dans le film ou dans le roman, c'est-à-dire cette idée que la zone, c'est notre vie, et que ce qu'on y fait, comment on s'y confronte, comment on la parcourt, les discussions qu'on a ou les choix qu'on fait, sont des révélateurs de qui l'on est. Et c'est pour ça qu'à la fin de du film, arrivé devant la chambre des désirs, les protagonistes n'y rentrent pas, ils ont déjà eu besoin, ils se sont déjà révélés à eux-mêmes. Ils n'ont pas eu besoin d'avoir cette espèce de moment magique où leur désir serait révélé. Comment vous avez construit l'exposition? L'exposition a été construite de la manière suivante. On a donc trois espaces, deux espaces qui sont dédiés aux collections, un espace au temporaire. Donc l'espace aux collections, ça fait une année qu'on réfléchit au type de livre qu'on veut mettre, aux ambiances qu'on veut créer, à la perspective, au point de vue qu'on va mettre en avant. Et ça paraissait évident pour la littérature qu'on allait faire une salle dédiée au Strugatsky. C'était peut-être moins évident pour la musique ou le cinéma, puisqu'il existait beaucoup de choses. Et donc on a vraiment réfléchi à ça. Idem pour l'espace Jules Verne, quels sont les documents qu'on veut montrer, etc. Et puis pour l'espace temporaire, donc, qui était scénographié par Rachid, en fait, paradoxalement, on n'a pas eu beaucoup à faire. Rachid s'est tellement investi
là-dedans qu'il a quasiment fait le décor de toutes les salles. Et c'était quasiment son premier projet, qui a un peu évolué, mais plutôt dans le montage. C'est-à-dire, il est arrivé, il y avait des choses qu'on devait amener, il fallait qu'on ait des objets, il fallait qu'on ait des vieux objets usagés, des décharges, etc. Et le miracle, c'est que Rachid est arrivé, on avait plein d'objets, mon beau-père avait été chercher des objets, et puis Rachid a dit c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, je peux directement commencer à bosser. Et puis il a commencé à bosser, et on a vu cette zone se construire petit à petit. Une petite question, donc il y a beaucoup de questions d'histoire du post-apocalyptique. Est-ce que le post-apo est toujours actuel? Le post-apo, à mon avis, existe depuis que l'être humain existe, puisque c'est une mise en récit de nos catastrophes. Ce qui change avec le post-apocalyptique dans la science-fiction, c'est que cette catastrophe, elle est intelligible, ou en tout cas, elle est compréhensible dans l'économie du roman ou du film, comme liant à nos savoirs scientifiques. Si une comète débarque sur Terre, c'est du post-apocalyptique, parce que l'existence même, ou la possibilité même d'une comète de rencontrer la Terre, provient de l'astronomie. Aujourd'hui, les zones écologiques qui font le post-apo écolo, se comprend parce que justement on est dans quelque chose de l'ordre de ce savoir-là aujourd'hui. Si dans 200 ans les savoirs scientifiques ne produisent plus de nouvelles zones potentielles, alors on aura sûrement d'autres zones, mais les zones, c'est quoi? Des romans d'amour, c'est des romans de zones. Il suffit de voir un roman d'amour, je ne sais pas, Les souffrances du jeune Werther de Goethe, on voit bien que le Werther, puisqu'il ne peut pas épouser cette femme qu'il aime tant, est dans une sale zone. Donc le post-apo a toujours existé, on ne l'appelle pas comme ça parce que traditionnellement il provient de la science-fiction. Donc je pense que le post-apo a des beaux jours devant lui parce que le post-apo, c'est l'humain, c'est notre condition humaine. On est dans des zones perpétuelles qu'on apprend à surmonter, et les expressions en français le montrent bien, hein, surmonter telle et telle chose, tourner la page. On est toujours dans cette question de changer de zone, maîtriser la zone, comprendre la zone, expérimenter la zone. Petite question sur le livre. Cette coédition, comment est-ce que vous l'avez fait? Comment est-ce que vous l'avez construit? J'avais depuis longtemps envie de faire quelque chose autour de nos collections, hein, de les valoriser autant au niveau de l'image que de les percevoir comme un support scientifique. Donc c'est-à-dire que l'idée de lancer une coédition avec ActuSF sur les collections de la Maison d'Ailleurs vient du fait déjà de me dire nos collections sont peu connues. Alors on sait qu'on a la plus grande collection d'Europe, on sait qu'on a 120 000 documents, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour les gens. Donc autant la montrer, et puis autant donner la parole à des chercheurs pour en parler. Et c'est comme ça que c'est devenu une sorte de format hybride, pas cher, petit format, facile à mettre dans sa poche, qu'on peut lire quand on veut, une centaine de pages, où on peut découvrir un point de vue très spécifique, très singulier, sur la zone dans la littérature, la zone dans la BD, la zone au cinéma et la zone à la Maison d'Ailleurs. Et l'idée, c'est qu'à chaque nouvelle expo, on ressorte ce petit fascicule, ce livret thématique, en fait, qui puisse venir commencer à créer une collection qui, en plus, dans le domaine de la science-fiction, est assez rare. Il existe chez les moutons électriques des bouquins qui s'appellent Space Opera, etc. Mais c'est 300 pages, c'est beaucoup d'érudition. Pour moi, c'est exactement ce que la science-fiction a fait de pire au niveau de l'édition depuis 30 ans. C'est-à-dire de penser qu'en mettant 60 titres, on va convaincre les gens alors qu'ils n'en ont pas lu un seul. Et je préférais avoir un truc un peu plus disons, modeste. On présente de l'image, on présente un texte, puis soudainement on peut commencer à faire dialoguer l'image. Et puis si les gens lisent ces quelques petits textes-là, peut-être qu'un jour ils voudront lire un autre, puis un autre, puis un autre. Et là, ce jour-là, les moutons électriques deviendraient intéressants, ou autre éditeur. Ce qui manquait aujourd'hui, et ce qui manque encore, et je pense qu'on l'a transformé avec cette édition, c'est un ouvrage grand public qui fait envie. Comment rentrer dans la science-fiction quand j'ai 300 titres devant moi? Ben j'y rentre pas. Mais si j'en ai 5, peut-être plus facile. Si j'ai lu un texte qui me dit ça c'est intéressant pour ça, peut-être que ça peut m'interpeller. Et c'était plutôt pour à la fois valoriser nos collections, mais aussi valoriser la science-fiction comme un imaginaire de notre temps, qui se sont combinés, hein, ces deux envies se sont combinées. Et je pense que l'ouvrage est une réussite qui va en plus grandir à raison de 2 titres par année, puisqu'on fait 2 expos par année. Dernière question, prochaine expo. Comics. Prochaine expo, comics. Prochaine expo plutôt sur le super-héros que le comics, enfin disons plutôt le comics de super-héros. Une expo qui va s'appeler Superman, Batman and Comics, justement, qui inspecte la question du super-héros dans l'art contemporain. Donc on a des artistes qui travaillent sur le super-héros, différentes techniques artistiques, et puis qui sera mis en parallèle, comme toujours avec Souvenirs du futur et l'espace Jules Verne, dans la tradition, dans l'histoire des super-héros, dans le comics américain, dans le cinéma, dans la BD, dans la musique, dans la littérature, voire même dans les précurseurs. Hein. C'est
héros qui sont devenus des super-héros, Captain Nemo, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, etc. D'accord, eh ben, très bien.